Le plateau est délocalisé. Nous sommes donc à Kinshasa, dans un quartier IP de cette capitale congolaise. Merci de nous faire confiance et bienvenue à ce magazine. Nous recevons Dieudonné Fikiri Alimassi, le président national du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Il est sénateur élu de la province de la Chopo, l'ancienne province orientale. Un acteur politique doublé d'autres qualités, surtout sur le plan scientifique. La République démocratique du Congo peut-elle se développer sans le Fonds monétaire international et la Banque mondiale? La question caresse nos esprits et la réponse tout à l'heure avec l'invité. Dans les soucis d'assainir les finances publiques et une bonne gouvernance des services de l'État, la RDC dispose des différents organes et institutions de contrôle. Nous citons la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et le Parlement dans ces deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est donc l'IGF dont les services sont capitalisés pour le contrôle des régies financières et d'autres institutions de la République. Un peu de soucis parce que tout le monde est en train de frémir. Alors, dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas crainte de revivre les antivaleurs qui ont été décriées, notamment la concussion, la corruption et même d'autres antivaleurs comme les tracasseries? Quand on connaît l'homme, il est imprévisible au-delà de ses compétences. Merci beaucoup pour la question. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a toujours fait défaut dans notre pays, c'est la sanction. La loi investit l'IGF, l'inspection de la finance, de compétences supérieures en matière de contrôle de biens et services et des finances publiques. Et à ce titre, l'IGF vérifie, contre-vérifie, aussi bien en les opérations à recettes qu'en dépenses, de toutes les finances publiques sous quelque forme que ce soit, même sous forme de participation au capital, même sous forme de joint venture, même sous forme de partenariat, il a la compétence d'intervenir sur eux. Alors, votre souci, c'est de dire on risque de vivre des tracasseries ou le problème de corruption. Oui, parce qu'à l'IGF, même si cette inspection est placée sous la présidence de la République, eh bien, on n'a pas des anges là-bas. Il n'y a pas d'anges au Parlement. On se souvient de ce contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, un contrôle inefficient, un contrôle des complaisances. On se souvient également de cette Cour des comptes dont le travail n'a eu aucun impact dans les conditions sociales et économiques des Congolais. Alors, il n'y a pas d'ange dans toutes ces institutions et organes de contrôle. Il y a des humains qui peuvent être corrompus, qui peuvent également chercher à se remplir les poches. Mais qui va les contrôler, eux? Vraiment, c'est pour ça que d'entrée de jeu, je parlais de la sanction. Aujourd'hui, nous constatons tout simplement que le régime actuel essaye de remettre sur les rails la justice. Ça voudrait dire que, bon, si nous tous nous inscrivons dans la logique du respect de la loi, seule la loi peut être notre contrôleur et son application rigoureuse. C'est pour ça que je parlais de sanctions. Je me dis, les inspecteurs de finances aujourd'hui ne doivent pas penser qu'ils ne sont pas contrôlables, eux aussi. Parce que, je me dis, nous avons une chance inouïe de mon point de vue, au regard de la montée aujourd'hui en puissance des mouvements citoyens. Parce que vous voyez que l'IGF
peut initier un contrôle sur base tout simplement d'une dénonciation. C'est autorisé par là. Vous comprenez? Donc le mouvement citoyen constitue également des garde-fous par rapport à ça. Nous allons entendre tout de suite dans le coin de rue, dire, ah non, non, vous savez, tel inspecteur, c'est de se corrompre. Et ça, nous vivons cela aujourd'hui. Et je me dis qu'en réalité, avec cette vigilance qui caractérise le peuple congolais aujourd'hui, constitue en tout cas des garde-fous très très nécessaires pour aller là-bas. Moi, je pense que, et le respect de la loi, on est en train tout le monde, nous disons, nous sommes dans un état de droit aujourd'hui. Je me dis, bon, écoutez, quand il y a une dénonciation, la justice, les procureurs, à tous les niveaux, devraient tout de suite s'impliquer pour pouvoir arrêter cela, parce que nous voulons tous l'état de droit. Et voilà. Et si ces antivaleurs persistent au niveau, justement, des inspecteurs des finances, au niveau du Parlement, au niveau de la Cour des comptes, eh bien, monsieur le sénateur, est-ce que ça ne pourra pas replonger ou assombrir davantage le climat des affaires qui est justement l'objectif final auquel nous aspirons nous tous? Mais ça c'est sûr qu'il faut absolument travailler pour l'amélioration du climat des affaires. Sans cette amélioration, nous ne pouvons espérer rien du côté des investisseurs, tant intérieurs qu'extérieurs. Ça c'est sûr. Et ici, je me dis, s'il y a une persistance dans la corruption, dans la malversation financière, telle qu'on a eu à vivre dans tous les régimes passés dans ce pays, eh bien, je me dis, la sanction doit être là, et des sanctions exemplaires à tous les niveaux. Si réellement nous nous inscrivons dans la logique de l'état de droit, et si réellement nous voulons le développement de notre nation, il n'y a pas une autre solution. Ça veut dire que nous devons travailler dans ce processus qui est en route, de mon point de vue, pour que personne ne se croie au-dessus de la loi. Et à ce moment-là, je crois que ça aiderait à casser la persistance de ces antivaleurs dont vous parlez. Au terme des différents contrôles, du moins ceux qui sont initiés déjà, on apprend qu'il serait dégagé, oui, une perte annuelle des recettes de l'État de l'ordre de 5 milliards de dollars, c'est pas 5 milliards de francs. Alors, sur les exonérations, on en parle beaucoup ce dernier temps, exonérations accordées par le ministère des Finances. Si cela s'avérerait confirmé ou vrai, eh bien, quelle est votre lecture, d'abord en tant que spécialiste en la matière, et puis président d'une formation politique qui a pignon sur rue? Vous dites que le contrôle aujourd'hui semble donner des résultats conduisant à des pertes évaluées à plus ou moins 5 milliards. C'est encore reconditionné. Oui, justement, c'est pour ça que je parle également au conditionnel. Je me dis que si cela s'avérerait vrai, comme vous dites, eh bien, ça indiquerait aussi que ce pays a eu à faire des réformes, mais ces réformes ont été exécutées en dehors de la plaque. J'ai entendu qu'on était en train aujourd'hui de veiller, de regarder également les aspects liés au paiement par compensation. Et cela m'amène même à dire, pour les gens qui remettaient en cause le budget de près de 11 milliards que le Parlement, ici, notre Parlement, avait retenu dans la loi des finances. Le rôle du FMI en séjour ici, il y a des années. Exact. Le Fonds monétaire vient dans un pays pour l'aider à stabiliser son cadre macroéconomique. Or, la stabilité du cadre macroéconomique passe justement par des finances publiques assainies. C'est pour cela que
quand le Fonds monétaire entre en programme avec une nation, ils définissent, donc les experts du Fonds monétaire et les experts de la nation ou du pays concerné, définissent les critères. Les critères, ces critères qui sont quantitatifs, qui sont qualitatifs, donc liés également aux réformes structurelles dans le pays. Et quand vous regardez bien ces critères qui doivent déboucher sur l'assistance du Fonds monétaire, laquelle assistance se limite très souvent aux aides à la balance de paiement. Ça veut dire le Fonds monétaire travaille avec le pays, l'aide à mettre un cadre macroéconomique stable, aide à catalyser les ressources de développement au profit du pays pour avoir la croissance, laquelle croissance peut permettre d'avoir des exportations qui génèrent les recettes de change, capables d'aider la pérennité de cette stabilité macroéconomique, c'est-à-dire des réserves de change qui aideraient à être mises à la disposition de la nation pour les importations à l'effet de booster les activités intérieures qui donnent lieu à cette croissance ou à intervenir sur le marché pour la défense de sa monnaie de manière à préserver le pouvoir d'achat. Et cet objectif de préservation du pouvoir d'achat constitue déjà un début de réduction de la pauvreté parce que, comme nous le voyons dans notre pays, dès que la monnaie se déstabilise, surtout négativement, c'est tout le monde qui peur. Ça veut dire que le petit équilibre qu'on a eu disparaît à la suite de cela. C'est pour ça qu'il est fortement interdit de recourir aux réserves de change à ce pour autre chose que les semaines d'importation, garantir les semaines d'importation et soutenir la monnaie. Maintenant, vous parlez de point de vue, lecture du Fonds monétaire sur les 5 milliards à la suite des différents contrôles qui se font. J'ai dit le Fonds monétaire, aujourd'hui, ne peut être que dans un statut, dans une position d'observation, pour voir comment ces résultats peuvent venir. Parce que le Fonds monétaire a des principes de gestion d'une nation. En ce qui concerne les dépenses, parce que bon, il se fie sur la capacité d'un pays à mobiliser les recettes. Il dit non, je crois que vous ne pouvez pas être en mesure de mobiliser des recettes à ce niveau-là. Limitons vos dépenses à ce niveau ici. Et très souvent, nous voulons aller au-delà. Nous avons l'ambition de faire plus. Dépenser nous n'avons pas garanti plus que ce que nous produisons. Voilà. Donc je me dis aujourd'hui, il faut faire attention, il faut faire une distinction nette entre les tracasseries administratives et les détournements des fonds. Il faut faire attention, il y a une différence. Les tracasseries, évidemment, débouchent sur les détournements parce qu'il y a fuite des moyens de l'État. Mais quand maintenant les détournements, les tracasseries deviennent un système, un mode de fonctionnement, et qu'on est en train de combattre cela partant du détournement constaté, que tirer des leçons pour induire ces leçons dans les réformes structurelles. Alors tout récemment, vous avez, dans un entretien avec la presse, vous aviez soutenu qu'il était opportun pour la RDC d'être ou d'entrer en programme avec le Fonds monétaire international pour stabiliser son cadre macroéconomique, bref, la croissance. Alors, mais il y a d'autres voix qui s'élèvent et qui soutiennent le contraire pour dire qu'aucun pays au monde ne s'est jamais développé avec le FMI ou d'autres institutions. Quelle est votre lecture personnelle? Bon, écoutez, d'abord, c'est vrai, j'ai soutenu qu'il était nécessaire que notre pays, rentre en programme avec le Fonds monétaire international. Et je vais m'expliquer.
Mais je vais commencer par ce que vous venez de dire. Il y a des voix qui disent que le Fonds monétaire n'a jamais développé un pays. Je me dis qu'ils ont raison, quelque part, mais leur raison doit se situer sur l'analyse de la vocation ou de compétences statutaires du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, je l'ai dit d'entrée de jeu, ne vient pas pour développer un pays. Non. Le Fonds monétaire vient pour aider un pays, je l'ai dit, à stabiliser son cadre macroéconomique qui constitue les conditions nécessaires au développement. Vous comprenez? Et le développement s'atteste à travers la croissance du produit intérieur brut, ou même du produit national brut, pour ceux qui arrivent à tirer de l'extérieur des revenus. D'accord? Et ça devient le rôle de banque de développement. Alors, quel est le point d'intersection du Fonds monétaire entre la stabilisation du cadre macroéconomique et les soucis de développement? C'est que le Fonds monétaire joue le rôle catalyseur. Et je peux dire que dans notre pays ici, nous n'avons jamais réalisé un programme autonome sans l'assistance du Fonds monétaire international. C'est vrai, j'entends, il y a des gens qui disent que nous évoluons sans le Fonds monétaire. Ce n'est pas possible que nous puissions mettre en place et terminer un programme sans les soucis, d'abord en tant que membre du FMI. Nous sommes en concertation annuelle avec le Fonds monétaire international au titre de l'article 4 du FMI. Que vous soyez en programme, que vous ne soyez pas en programme, le Fonds monétaire arrive, échange avec vous sur la situation macroéconomique. Et nous avons vécu cela avec tous les gouvernements qui ont été mis en place. Quand nous allons au niveau des assemblées de printemps, des assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, nous discutons de la situation économique. Et même si on ne peut pas obtenir, parce qu'on n'est pas en programme, les aides directes du Fonds monétaire, aide à la banque de paiement et quelquefois la Banque mondiale, mais il y a des guichets qui restent, des guichets de financement qui restent ouverts au profit du pays parce qu'un membre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et à ce moment-là, il y a des petits dons qui tombent et tout ça. Vous avez vu ici, nous n'étions pas en programme après le gouvernement Moussito. Mais il y a eu quand même des petites aides qui venaient. Pourquoi? Parce que nous sommes membres de ces institutions. Et on ne peut pas dire que nous évoluons sans les concours de ces gens. C'est vrai, on évolue sans suivre les exigences de leur façon de gérer, avec des critères quantitatifs bien définis. Et quels critères sont souvent assortis au souci des tirages par le pays de certaines des questions. Sous le gouvernement Matata Ponyo, on s'en souvient, on avait parlé de la croissance à 2 chiffres. Et le pays était-il en programme avec le FMI? Je viens de dire que le pays n'était pas en programme formel avec le FMI, mais le pays était en coopération avec le FMI et la Banque mondiale. Il a eu des consultations avec le Fonds monétaire ici. Et la Banque mondiale, au titre de l'article 4, il allait où son gouvernement, lui-même en tant que ministre des Finances, mais il allait aux assemblées annuelles. Quand il allait aux assemblées annuelles, il allait avec quoi? Il allait avec les résultats de sa gestion macroéconomique, non? Donc on peut et il échangeait avec. On peut recevoir le conseil du FMI sans entrer en programme avec lui. Mais je vais vous donner un exemple. En 2001, fin 2000, nous étions en hyperinflation. Le taux d'inflation est 511%, fin 2001. Parce que membre du FMI. Et à ce moment-là, avec le gouvernement ensemble, moi-même j'étais directeur des études à cette époque-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai fait 6 ans
de conduite de programme avec le Fonds monétaire. Les 5 revues macroéconomiques que nous avons eu à réussir dans ce pays, c'est avec moi, sur mon conduite technique. Hein? Et la 6e revue, nous l'avons ratée, on a corrigé comme nous y venus et pour accéder. Les facilités de Naples, on les a eues avec nous, sous la conduite de la Banque centrale à cette époque-là d'ailleurs, parce qu'en 2001, les taux d'inflation de 511 est tombé à 135 pour l'amener à 4,4% en 2003, 2004 ou 2003. Hein? C'était avec qui? Avec le concours d'IFMI, des conseils, parce que nous étions membres. Et après, avec l'entrée formelle en programme. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a été rejoint vers le 2002 et tout ça par le président du Congo, Nabiso, le ministre Matomoul, pour continuer. Et ça nous a permis d'avoir une stabilité macroéconomique conséquente, qui a continué d'ailleurs sous Matata, avec le fonds ou sans le fonds. Mais les conseils techniques du fonds ont toujours été présents parce que nous sommes membres du Fonds monétaire international. Le pays connaît, monsieur le sénateur, une dépréciation monétaire sans précédent. Ça donne des soucis à tout le monde, au-delà de la Covid-19. Alors, quelle thérapeutique, selon vous, est-ce que la BCC, ou la Banque centrale du Congo, avec la décision de pouvoir diminuer le taux de change, est-ce que c'est une décision salutaire? Diminuer le taux de change, bon, écoutez, je venais de dire, la Banque centrale, pour que nous puissions, après Covid ici, pour que nous puissions réussir à nous remettre sur les rails conduisant à la croissance, parce qu'aujourd'hui, nous parle, au regard de la situation actuelle projetée à la fin de l'année, d'une décroissance. Donc la croissance pourrait être négative, c'est ce qu'on dit. Mais il y a lieu de dire que si la Banque centrale reste dans ses compétences, ça veut dire que gérer conformément à la loi qui la régit, donc, veiller à la stabilité des prix intérieurs, éviter la consommation inutile des réserves de change. Et de l'autre côté, le gouvernement travaille comme ils ont commencé à le faire aujourd'hui, dans une gestion sur base caisse, c'est-à-dire de consommer ce qui peut être mobilisé, ce qui est mobilisé. D'accord? Nous allons devoir retrouver cette stabilité-là. D'accord? Et les partenaires, parce que nous sommes quand même en programme avec la FMI, les partenaires au développement, le Fonds monétaire d'ailleurs, la preuve aujourd'hui, malgré que les critères peuvent être dérangés à la suite du Covid, c'est prévisible parce que le gouvernement est tout le temps en contact avec le FMI à travers les échanges de statistiques. Mais le FMI a quand même décaissé une aide à balance de paiement. Et même pour une première fois, une aide budgétaire de manière particulière à cause de cette Covid-19. Mais ici, je me dis, le grand souci pour que nous puissions nous inscrire dans le développement durable, c'est l'amélioration de nos relations avec les partenaires à travers le Fonds monétaire international qui est catalyseur de mobilisation de ressources extérieures. Si vous regardez des pays comme la Corée du Sud, la Corée du Sud s'est développée sans nécessairement être en programme avec le Fonds monétaire, mais avec les conseils techniques du FMI et la rigueur intérieure. C'est ça qui doit être fait chez nous. En tant qu'acteur politique, c'est la dernière préoccupation. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative des 13 personnalités, dont la plupart sont des parlementaires,
et une initiative contestée par un groupe aussi de 9. On parle de initiative du dialogue, 9 contre 13. Que pense votre parti politique à travers vous? Non, le Fonds national pour la solidarité et le développement a toujours été partisan du dialogue. Mais le dialogue, pas n'importe quel dialogue. Ici, il y a des gens qui soutiennent que le dialogue doit se faire en dehors des institutions. Parce qu'on ne croit pas trop à la qualité des institutions qui nous caractérisent aujourd'hui à la suite de la manière dont le processus électoral a été conduit et au regard des résultats que ça a donné, avec des contestations beaucoup plus accentuées que les années antérieures, les échéances antérieures. Nous disons qu'il est intéressant d'avoir les avis de tout le monde, tous les acteurs, mais tous les acteurs au processus. Parce que bon, écoutez, les gens qui doivent participer à un processus électoral ont le souci de savoir comment ce processus va se faire et quelles sont les conditions qu'on veut mettre au regard de tous les ratés qu'on a connus. À ce titre-là, je me dis, les avis de tout le monde sont les bienvenus. Maintenant que cela se passe en dehors des institutions, n'autorise pas non plus que les institutions ne soient pas impliquées, ne prennent pas en charge les résultats de ces consultations extérieures à son sein. Le souci ici des gens, c'est de dire, est-ce que ces gens peuvent se sanctionner au regard des résultats des consultations extérieures? Mais je me dis, aujourd'hui, tout le monde a ce souci d'aller de l'avant, de corriger les erreurs qui ont été faites, et le FNSD, donc le Fonds national pour la solidarité, et pour le dialogue, lequel dialogue doit permettre de corriger les erreurs du passé en faisant confiance à ce que les institutions discutent de ce que les autres apporteront comme proposition, que le Parlement introduise également ses propres réflexions dans ce qui pourrait être arrêté à l'extérieur, en me disant que tout le monde a les soucis d'entrer effectivement dans un état de développement. En tout cas, voir le développement durable, de mon point de vue. Alors, donc, je me dis, le mouvement citoyen qui suivent avec nous et les réformes qui veulent partir de l'extérieur vers l'intérieur des institutions et les réformes qui seront discutées au sein des institutions, la fusion de ces deux approches ou de ces deux types de réflexion peut permettre de déboucher sur une formule avec l'accompagnement du mouvement citoyen. Je crois que les dérapages risquent de ne pas, et parce que tout se passe, heureusement aujourd'hui, de manière transparente. Nous voyons comment la justice commence à fonctionner. Il ne faut pas penser que tout de suite nous aurons un fonctionnement efficace et efficient de la justice. C'est un début et c'est un processus. Il faut le pousser. Voilà. Je vous remercie, M. Fikiri. Je rappelle aux téléspectateurs que Dieudonné Fikiri Alimassi est le président national du Front de nationalistes pour la solidarité et le développement. Il s'est prêté à nos questions dans le cadre de ce magazine. On pourra revenir pour évaluer justement les propositions qu'il a faites aux dirigeants à tous les niveaux. Merci et à très bientôt.